Merci à tous d'être avec nous. Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée spéciale, à la personne de Pulchérie Balé. Bonjour madame. Bonjour. Ok, pour plus de connaissances, vous allez vous présenter plus en détail à nos lecteurs et auditeurs. Je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile. Ok, avec vous, nous voudrions faire le bilan de l'année 2024 qui s'achève. À ce titre, nous allons parler des faits marquants de cette année en Côte d'Ivoire, peut-être aussi en Afrique, si le temps nous le permet. Qu'est-ce qu'on a pu retenir cette année du point de vue social en Côte d'Ivoire qui a marqué l'année selon vous? Du point de vue social, ce qui a marqué l'année 2024, ce sont les déguerpissements abusifs du mois de janvier au mois d'octobre 2024. Et ces déguerpissements, on peut en parler en détail quelque peu pour que ceux qui sont pas au courant ou bien ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire puissent comprendre de quoi s'agissait-il dans ces déguerpissements. Oui, bien sûr. Oui. Avant d'entrer dans les déguerpissements même, il est important de préciser qu'en matière de développement, il y a ce qu'on appelle les déplacements involontaires de population. Ça veut dire que dans le cadre d'un projet, on oblige les populations qui sont dans l'emprise du projet à se déplacer et donc on les déplace en suivant des procédures qui préservent leurs droits. Donc on adopte une démarche participative au cours de laquelle on informe ces populations-là de pourquoi elles doivent partir, comment elles vont partir, dans quel délai, et tout est encadré de bout en bout, depuis le recensement jusqu'à l'évaluation des préjudices, l'indemnisation, avant maintenant de libérer l'emprise. Dans les déguerpissements, toute cette procédure n'est pas respectée. On vient et on oblige les populations à partir sans mesure d'accompagnement. Et cela a commencé pendant la CAN le 21 janvier. Ils ont commencé même le 4 janvier avec le marché Djekonan au plateau. Okay. Ça, c'était des commerces. Mais à partir du 21 janvier, ça a commencé à être des habitations. Voilà. Et donc, il se trouve que les populations déguerpies n'ont pas eu d'informations préalables, encore moins un recensement. Au milieu de la nuit, on vient, on détruit les bâtiments des gens avec leurs effets personnels. Ils sont surpris. Donc, ils ne savent même pas entre sauver les enfants, les handicapés, prendre leurs papiers. En tout cas, c'est la panique. Et c'est ce qui s'est passé dans plus d'une vingtaine de sites. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a mis dehors plus de 100 000 ménages avec au moins 20 000 ménages propriétaires de bâtiments, sans mesure d'accompagnement. Et ça se passait principalement dans quelle commune à Abidjan? Oh, il y a plusieurs communes. Ils ont commencé à Jesco, Yopougon. Il y a eu Banco 1, toujours Yopougon. Il y a eu Marcory à Lyodan. Il y a eu Zo Village à Cocody. C'est pratiquement toutes les communes qui ont été touchées par ces déguerpissements. Oui. Et le point de ces déguerpissements, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les populations ont été surprises. Mais le 13 mars 2024, le gouvernement a pris des mesures en Conseil des ministres. Malheureusement, ces mesures n'ont pas été appliquées. Et l'une d'elles prescrivait une indemnité de relogement pour tous les ménages, c'est-à-dire ménages propriétaires comme locataires, qui s'élève à 250 000. Et seulement... Par personne, c'est ça? Par ménage. Par ménage, okay. Et seulement pour les quartiers d'Atekoubé et Yopougon, seulement. Okay. Alors qu'il y a eu plusieurs sites qui ont été affectés. Malheureusement, comme il n'y avait pas eu de recensement avant les déguerpissements, les 250 000 n'ont pas été distribués correctement. Il y a eu des listes frauduleuses, puisqu'il a été demandé aux mairies de reconstituer, de faire le recensement, et les mairies n'ont pas travaillé avec les comités des déguerpis. Du coup, on s'est retrouvé avec des listes surévaluées où il y avait des personnes non déguerpies qui ont bénéficié des 250 000 et des personnes déguerpies qui n'en ont pas bénéficié. Okay. Ça, c'est la première chose. Après ça, il n'y a plus rien eu. Comme je vous le disais, l'indemnité de relogement, ça a concerné seulement Atekoubé et Jesco et ça a été mal redistribué. Et récemment, au Conseil des ministres du 20 novembre 2024, ils ont décidé de distribuer 3 000 lots. Ils ont montré le site sur lequel ça va se faire. Mais là encore, ce n'est qu'une promesse, ce n'est qu'un projet. C'est vrai qu'on a vu le site, mais on se pose beaucoup de questions.
Pourquoi 3 000 lots alors qu'on a plus de 20 000 propriétaires? Comment on va identifier les bénéficiaires de ces 3 000 lots? Quelles seront les superficies? Parce qu'il y a une contre-vérité qui a été faite, c'est que on faisait croire que tous les quartiers d'Eguerpi étaient précaires. Ce qui n'est pas vrai. Oui, il y a 2 villages. Un village n'est pas un quartier, encore moins un quartier précaire. Donc, il y a 2 villages. Le village d'Adjamé Village et le village de Banco 1, qui est un village de Yopougon qui a été créé par décret en 2010. Ensuite, il y a eu une cité immobilière qui n'est pas un quartier précaire, comme vous vous en doutez bien. Sur les 70 maisons de cette cité immobilière qui s'appelle Cité Eden à Yopougon, GESCO, ils ont détruit 25 maisons sur 70. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, le quartier de GESCO lui-même était loti. Les derniers ont eu leur ACD même en décembre 2023. C'était pas un quartier précaire, c'est un quartier qui était en pleine restructuration. Il y a même un projet de l'AFD dénommé PACRA qui devait même bitumer les rues de GESCO. Donc, quand on prétend que c'est des quartiers précaires qu'on a déguerpis dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain pour sauver des vies, c'est quand même un peu abusif parce que non seulement c'est pas des quartiers précaires, mais en plus, on a même fait des victimes et des morts. Donc, on a sauvé quelle vie? C'était pas non plus des zones à risque. Ces quartiers n'ont jamais été inondés. Voilà, donc vraiment, il y a problème. Un problème. Est-ce que l'État a trouvé la possibilité de rétablir ces personnes, comme vous le dites, laissées pour cause? Est-ce qu'on a trouvé une solution pour que ces personnes qui ont été déguerpies, mais qui n'ont pas été recensées, pour les remettre dans l'eau des personnes à reloger ou à indemniser? Est-ce que ça a été fait? Bon, c'est une situation qui n'aurait même pas dû exister si on respectait nos textes. Parce que dans l'article 11 de notre Constitution, il est dit que quand on veut prendre un site pour cause d'utilité publique, voilà, on procède à une indemnisation préalable et juste. Le préalable, il est clair. Le juste, ça veut dire que on indemnise les gens à la valeur de ce qu'ils ont perdu. Si j'ai construit ma maison en 1960 à 6 millions et que cette même maison vaut aujourd'hui 20 millions, c'est 20 millions qu'on me donne. Ça, c'est le premier point. Donc, l'État n'a déjà pas respecté la Constitution. Voilà. Ensuite, des dispositions urgentes n'ont pas été prises pour aider ces populations-là à retrouver une vie normale. L'indemnité de relogement, je vous le disais tout à l'heure, on a eu plus d'une vingtaine de sites et on en donne seulement à 2 et en plus sur la base de listes frauduleuses. Par exemple, à GESCO, au moment où on distribuait cette indemnité-là, on avait, nous, identifié environ 112 propriétaires de maisons. Voilà. Eux, ils disent qu'ils en avaient 203. Ensuite, on avait identifié 549 locataires. Eux, ils disent qu'ils en avaient 1191. Bon, où est-ce qu'ils ont pris toute cette différence-là? Au niveau de Banco 1, on avait environ 400 ménages. Eux, ils en ont indemnisé 628. Et les gens ont même reconnu sur la liste des noms d'agents de mairie ou leurs parents. Bon, franchement, c'est compliqué. Donc, l'État n'a rien fait pour aider ces populations-là à retrouver une vie normale. Non seulement l'État est censé lutter contre la pauvreté et il vient volontairement mettre des personnes dans la précarité, mais il n'y a pas eu de mesures d'urgence pour les aider à retrouver une vie normale jusqu'aujourd'hui. Il y a des élèves aussi qui ont eu leur scolarité interrompue. Et puis, on fait comme si il n'y avait que des habitations. Pourtant, il y a beaucoup d'activités qui ont été détruites. C'est un manque à gagner pour l'État lui-même en termes de taxes, mais derrière une personne qui a une activité, c'est sa famille, c'est plusieurs autres familles. On sait comment on vit en Afrique. Donc, c'est vraiment un désastre social et humanitaire énorme. Et vous, en tant que structure de la société civile, qu'est-ce que, je veux dire qu'en dehors de décrire la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces personnes déguerpies, je veux dire? Il y a trois choses que nous faisons. Oui. Nous avons créé une coalition qui s'appelle la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement en Côte d'Ivoire pour encadrer tous ceux qui sont victimes de déguerpissement. Donc, on les a organisés.
Après les avoir organisés, on les a orientés vers des avocats. Parce que quand l'État fait des victimes et puis il ne s'en préoccupe pas, il faut aller vers la justice pour réclamer ses droits. Okay. Donc, on les a dirigés vers des avocats et donc on est dans les procédures. Ensuite, on fait des appels à dons pour que des bonnes volontés puissent nous aider à secourir certaines familles, mais c'est très peu face à l'énormité des besoins. Okay. On contacte aussi les autorités gouvernementales pour essayer de les aider aussi, non seulement à avoir les vrais chiffres, mais à faire des propositions pour les aider à réintégrer toutes ces populations-là dans une vie normale. Malheureusement, quand on écrit, on ne nous répond pas. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'attente d'être reçus par le président d'une cellule qui a été créée en mars, qui a été fonctionnelle seulement en novembre, alors que cette cellule est censée faire le suivi des déguerpissements. Donc, on se réfère aussi aux structures étatiques en charge de la question pour essayer de les aider, si elles le veulent bien sûr. Ok. Je pense que toutes ces choses ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds et que l'État et toutes ses composantes ont compris ce qui a été fait, ce qui a été dit. Ils prendront des mesures idoines pour restituer les personnes dans leurs droits et la dignité. Je voudrais que nous passions à un autre thème, c'est-à-dire l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nombreuses sont les personnes politiques qui ne figurent pas sur la liste électorale. Et parmi elles, les leaders de partis politiques. Je voudrais citer Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, et j'en passe. Est-ce que vous avez un commentaire à faire dessus? Oui, ça concerne le pays. Bien sûr. Allez-y. En fait, 2024 a vraiment déçu nos attentes en matière politique. En sa qualité d'année préélectorale, ça devait être une année où les acteurs politiques auraient discuté de toutes les sources de conflits qui pourraient avoir un impact négatif sur les élections. Surtout que nous savons que ces dernières décennies, on a eu toujours des élections à problème. Et le contexte de 2025 est pratiquement le même que celui de 2010, malheureusement, où on a eu la crise la plus meurtrière. Donc, on a espéré qu'en 2024, il y aurait un dialogue politique qui permettrait à tous les acteurs politiques de trouver des compromis qui leur permettent d'aller à ces élections-là vraiment de façon apaisée et rassurer les populations qui sont très, très inquiètes par rapport à 2025. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le dernier dialogue politique a eu lieu en mars 2022. Après, plus rien. Et on se retrouve sans dialogue politique dans une situation où certains leaders politiques, comme le président Guillaume Soro, sont en exil alors qu'on prétend être réconciliés. On se retrouve dans un contexte politique où le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors que c'est pas une faveur qu'on demande, c'est même impératif puisque il a été envoyé à la CPI pour crime contre l'humanité. Il a été acquitté. À partir du moment où il a été acquitté, il n'y a pas de raison qu'on le juge encore en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a estimé qu'elle n'était pas capable de les juger. C'est pour cela, c'est pour cela qu'elle a signé précipitamment le statut de Rome pour les transférer à la CPI. Okay. Donc, quand la CPI les a acquittés, on ne peut plus venir les juger en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits. Quand on dit que le président, le ministre Charles Blé Goudé est accusé de torture et de viol, mais tout ça, ça entre dans les crimes contre l'humanité pour lesquels il a été jugé à La Haye. Voilà, donc il y a la Cour africaine aussi des droits de l'homme et des peuples en 2019, en septembre plus précisément, qui a demandé que le président Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale, qui a aussi demandé qu'on arrête les poursuites contre le président Soro Guillaume. Pour ne pas appliquer tout ça, la Côte d'Ivoire a préféré, en avril 2020, retirer sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, nous sommes dans un pays où on applique les lois quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on n'applique pas les décisions de justice. Et c'est vraiment dommage. Sinon que de mettre toutes ces personnes sur la liste électorale, c'est pas un service qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire. On lui demande simplement de respecter
les décisions de justice. Donc, c'est tout ça qui fait que nous disons que l'année 2024 a déçu nos attentes par rapport à 2025 qu'elle était censée préparer. Il n'y a pas eu de dialogue politique et en plus, la révision de la liste électorale ne s'est pas passée comme on le souhaiterait. La CEI n'a pas travaillé de façon consensuelle avec tous les acteurs et donc elle-même, elle est déjà à problème. On aurait souhaité qu'en mars, au premier trimestre 2024, la CEI ait déjà présenté le calendrier électoral même de début 2024 là, à octobre 2025. Le soumettre à tous les acteurs politiques. Quand tout le monde fait ses observations politiques comme société civile, elle finalise ce calendrier et on le met tous en œuvre ensemble. C'est pas ce qui s'est passé. C'est en avril 2024 que la CEI a annoncé qu'elle ferait la mise à jour de la cartographie électorale. Finalement, elle l'a faite en mai, sans nous expliquer pourquoi elle l'a pas fait en avril. Elle l'a faite, après on attendait la période de la révision de la liste électorale. On n'a pas eu de suite jusqu'en septembre. Et on a remarqué après que le décret a été signé le 5 septembre, mais c'est le 27 septembre que l'opinion a été informée. Alors que tout le monde attendait que ce décret-là soit publié pour savoir les conditions qu'il fallait remplir pour figurer sur la liste électorale. Donc, en dehors de la CNI, on ne pouvait pas deviner qu'on allait accepter le certificat de nationalité. On ne pouvait pas deviner que finalement on ne pouvait plus changer de lieu de vote en ligne. Il y a beaucoup de choses, d'informations qu'on n'avait pas pour mieux se préparer. Donc on annonce ça le 27 septembre et puis ça commence le 19 octobre. Ça finit le 10 novembre, on proroge d'une semaine. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que depuis quelques années, on ne respecte plus le code électoral en son article 6 qui prescrit une révision annuelle. Le président de la CEI lui-même, tout magistrat qu'il est, a dit qu'il le fait à cheval sur 2 ans, contrairement au code électoral. De sorte qu'il n'y a pas eu de révision en 2021, il n'y a pas eu de révision en 2023 et il n'y en aura certainement pas en 2025 puisque le calendrier de 2024 là prend fin en juin 2025. La liste électorale définitive est prévue pour être publiée en juin 2025. De juin 2025 à octobre 2025, quel temps il reste pour faire encore une autre révision? Voilà. Donc la CEI travaille très mal et elle n'implique pas tous les acteurs. Donc nous, on souhaiterait que pour 2025 là, il y ait une révision qui soit prévue au premier trimestre, de sorte qu'après ils fassent leur liste définitive là. Mais vraiment, il y a eu l'exclusion aussi de certains. Il y a tellement de problèmes, on ne peut pas tout énumérer, mais il y a eu l'exclusion d'une partie des nouveaux majeurs, puisque la révision de 2024 dit que c'est tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007 qui peuvent s'inscrire. Okay. Mais il se trouve que tous ceux qui sont nés du 1er mars 2007 au 25 octobre 2007 auront 18 ans au moment des élections. Eux, on les exclut par rapport à quoi? Ils devraient être en droit de s'inscrire aussi. Vu que avant que les élections arrivent, ils auront... Voilà, ils auront leurs 18 ans. Oui. Et on n'est même pas sûr qu'il y aura une autre révision en 2025. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de problèmes. Même les centres d'enrôlement. La CEI a annoncé 12 100 centres d'enrôlement. 12 000 en Côte d'Ivoire, 100 à l'étranger. Et les 100 à l'étranger sont répartis sur 21 pays. Par rapport à quoi 21 pays? C'est dans 21 pays seulement il y a des Ivoiriens dans le monde. On a 197 pays dans le monde, 54 pays en Afrique. Par rapport à quoi on a choisi ces 21 pays-là? Alors qu'il y a des zones du monde où il n'y avait pas de centre d'enrôlement, comme en Asie du Sud-Est où on a 11 représentations diplomatiques. Dans l'AES, il n'y a pas eu de centre d'enrôlement. Ça répond à quoi tout ça? Tout ça, c'est de l'exclusion. Et c'est pour l'exclusion que certains ont pris les armes dans ce pays. Donc, le droit de vote est un droit inaliénable. Voilà, on ne devrait pas empêcher quelqu'un de pouvoir choisir son président, de pouvoir voter. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. En temps, la RTI elle-même nous a annoncé, après la période de révision, qu'il y a 189 centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire qui n'ont reçu aucune visite.
On aurait pu les déployer Donc, ailleurs. comment ils ont fait leur mise à jour de cartographie là, pour en arriver à ce résultat-là? Voilà pourquoi on dit que tout devrait se faire de façon consensuelle. Et ce n'est pas le cas. Donc, on espère qu'on va tirer les leçons de la RLE 2024 pendant qu'il est encore temps pour organiser une autre RLE en 2025. On l'espère bien. Vous avez dit beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire, c'est naturel. C'est notre pays à tous. On ne va pas vous arracher les mots de la bouche. C'est votre avis. Je voudrais qu'on parle un peu d'un sujet qui est récent. La Côte d'Ivoire est au centre de beaucoup de disputes avec ses voisins du Sahel. Et dans le courant de la journée d'hier, le chef d'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a accusé vertement la Côte d'Ivoire, en complicité avec la France, de vouloir déstabiliser son régime et les autres pays de l'AES. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'avoue que je n'ai pas vu la vidéo, mais c'est dommage quand même pour notre pays, parce que cette année 2024 même, il y a eu le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, qui a accusé la Côte d'Ivoire des mêmes faits. Et on n'a pas vu l'État de Côte d'Ivoire réagir. On n'a pas vu l'État de Côte d'Ivoire réagir. Et là, maintenant, c'est le général Tiani, président du Niger, qui fait la même chose. Je vais vous réfléchir. Comme vous dites, vous n'avez pas vu la vidéo, peut-être que ça vous aide. Le général Tiani a accusé la Côte d'Ivoire vertement avec les dates, le nombre de personnes et les lieux. Il a dit que des réunions sont tenues à chaque ville avec des noms précis de soldats ivoiriens et soldats français, avec des ex-nigériens, comme il a les appelé, parce que selon lui, ces personnes auraient été déchues de la nationalité nigérienne pour certaines raisons, et que ces personnes sont en complicité avec l'armée ivoirienne, appuyée par l'armée française, qui s'entraînent. Ils sont au nombre de 100. Je vais vous envoyer la vidéo. Ils sont au nombre de 100. Avec force de détail. Oui, force de détail et de précision qui coupe le souffle en fait. Bon, quand le président burkinabé a accusé la Côte d'Ivoire, quand on sait toutes les règles qui encadrent la diplomatie, c'est assez grave que ce soit un président lui-même qui en parle. Et la Côte d'Ivoire a dit qu'elle attendait qu'il fournisse ses preuves. Bon. Il se trouve que là, maintenant, le Niger donne des détails. Donc des preuves. Le nom, le nombre de personnes, le canton Bima. Bon, dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on attend. On attend que l'État de Côte d'Ivoire réagisse. Ça fait, on dit jamais 203, on est à la deuxième accusation. Bon, on espère qu'ils vont nous éclairer parce que ce sont des situations qui mettent tout Ivoirien mal à l'aise. Parce que il se trouve que quand on est face à ce genre de situation, on est mal à l'aise de savoir que chaque fois notre pays est indexé et vraiment du mauvais côté. Ce n'est pas intéressant de savoir que nous participons. Je ne dis pas que nous avons vraiment fait cela, mais si c'est avéré que ce que ces accusateurs disent, c'est assez grave de vouloir déstabiliser un pays, alors qu'en réalité, ils ne nous gênent pas. On vit, ils vivent. Bon. On attend tous impatiemment la réaction de l'État de Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème, on va attendre. Le Sénégal aussi, avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye. Vous avez un commentaire avec son mentor Ousmane Sonko, sont arrivés au pouvoir avec beaucoup d'espoir que les Africains ont placé en eux. Est-ce qu'ils répondent positivement à ce qu'on attendait d'eux ou qu'est-ce que vous pouvez dire sur leur arrivée et la diplomatie du Sénégal vis-à-vis de ce qu'on attendait d'eux, de la nouvelle équipe au pouvoir, je veux dire? Bon, vous savez, quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise, il y a eu tellement de désinformation que maintenant, nous autres, on prend avec beaucoup de pincettes ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on n'est pas là-bas. On ne vit pas là-bas, on ne connaît pas réellement toutes les réalités. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Sénégal a donné un bel exemple de démocratie. Un bel exemple de démocratie qui a permis à des jeunes gens qui étaient en prison de prendre le pouvoir. Voilà. Le président Macky Sall est à féliciter parce que c'était pas évident. Le peuple sénégalais également est à féliciter. Ils ont une maturité en matière démocratique qui n'est plus à démontrer. Et je crois que c'est un peu trop tôt pour les juger. Ils ont suscité beaucoup d'espoir. Je pense que jusqu'à présent, ils tiennent
ils tiennent leurs promesses. Donc, je pense qu'on doit les observer un peu encore avant véritablement de nous prononcer sur ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est un bel exemple pour nous. Ok. Tout près de nous aussi, le Ghana, avec le retour de John Mahama au pouvoir. Il était parti, je pense que par élection, et puis il revient. Est-ce que ça ne met pas en doute l'application de la démocratie? Pourquoi? L'alternance démocratique. On nous dit, après 2 mandats, il faut partir. Après, lui, il fait 2 mandats, il s'en va. Et puis, il se repose, il revient. Oui, mais c'est son droit. Je ne sais pas dire que ce n'est pas son droit. C'est aux Ghanéens de décider qui ils veulent. Oui, mais quand ça veut dire que les Ghanéens ne voulaient pas qu'il parte, est-ce que c'est parce que ça donne? Pas forcément. Si les Ghanéens ne voulaient pas qu'ils partent, ils ne seraient pas partis. Non, la Constitution dit qu'il faut une alternance après 2 mandats. Oui. Donc, il a respecté cette alternance. Oui, et puis Sauf il est revenu. On a essayé quelqu'un d'autre. On a Oui. vu que peut-être qu'il est mieux que la personne, on le rappelle. Oui, mais Comme Donald Trump aux États-Unis et Lula au Brésil. ce qui est Il y a important. 3 présidents qui sont revenus sur la scène politique. Non, en fait, ce qui est important, c'est que les conditions pour que le peuple choisisse son président soient réunies. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Côte d'Ivoire avec la CEI qu'on a. Donc, dans tous les autres pays, quand les conditions sont réunies pour que le choix du peuple s'exprime, qu'un tel ait été déjà au pouvoir, qu'il revienne, bon, ça signifie que le peuple veut de lui. Ça signifie que celui qui l'a précédé n'a pas tenu les attentes du peuple. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que ça devrait nous servir de leçon pour créer les conditions pour que le peuple choisisse qui il veut, mais vraiment de façon transparente, avec des élections crédibles. Mais pour ça, il faut que les organes qui organisent les élections soient crédibles. Ok. Je voudrais vous demander, nous sommes au thème de notre rencontre et ce temps que vous nous avez accordé. On vous dit merci et puis demandez votre mot de fin s'il y en a. Oui, bien sûr. Oui. Mon mot de fin va porter justement sur les thèmes qu'on a choisis, que l'État de Côte d'Ivoire, s'il est vraiment dans une logique de développement, trouve des mesures d'urgence pour permettre aux déguerpis d'être rétablis dans leurs droits. Par rapport à la politique, il est impératif que le dialogue politique soit organisé. Parce que c'est dans le cadre de ce dialogue-là que tous les compromis seront trouvés pour des élections apaisées. C'est aussi dans le cadre de ce dialogue qu'on va décider si on va avec cette CEI ou pas. Pour notre part, on souhaite que les politiques sortent de la CEI. En tout cas, je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, et puis que l'année 2025 satisfasse nos attentes. Merci à vous. Je vous en prie.